Bonjour à tous, merci de nous accueillir au CREPS Centre Val-de-Loire pour cet événement Science on tourne qui est réalisé dans le cadre de la Fête de la Science 2023 qui commence aujourd'hui pour une durée de 10 jours. Vous allez pouvoir voir un documentaire qui va vous présenter le CREPS Centre Val-de-Loire, les différentes missions qui y sont menées. Et vous avez devant vous 6 intervenants qui vont pouvoir vous parler ensuite de leur travail au CREPS et de leur mission auprès des jeunes sportifs de haut niveau. Je vous laisse vous présenter, chacun d'entre vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gwenda Laufray et donc le secrétaire médical du CREPS et dont mes principales missions sont de coordonner les soins des athlètes du CREPS. Laetitia Juillet, je suis responsable du suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau. Donc suivi socio-professionnel, c'est l'accompagnement des athlètes dans leur projet de vie, que ce soit le projet social en tant que personne, le projet sportif en lien avec la structure et les entraîneurs, et le projet scolaire avec les enseignants et les établissements scolaires. Donc je gère également tout le suivi scolaire des lycéens et des post-bac. Bonjour, donc Alexandra Bier-Bougard, je suis directrice adjointe de l'établissement. Donc je vous souhaite déjà dans un premier temps la bienvenue au sein du CREPS Centre Val-de-Loire, au nom de Marc Dubois, directeur de l'établissement, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue à vous, lycéens, et bienvenue à vous également, les enseignants qui les accompagnent. On reviendra à l'issue de la vidéo sur ce qu'est le CREPS et ses principales missions. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je suis Jonathan Bernon, donc conseiller haut niveau haute performance au sein de la Maison régionale de la performance qui est installée au sein du CREPS de Bourges. Tout ça est assez compliqué. Pour simplifier et que vous puissiez mieux comprendre qui je suis et ce que je fais, je suis chargé d'analyser les performances des athlètes de haut niveau et d'accompagner aussi les athlètes paralympiques qui préparent les Jeux de 2024 bien sûr et de 2028. Bonjour à tous, Honorine Martin, je suis formatrice, donc je travaille au pôle formation et je coordonne les formations pour devenir éducateur sportif ou entraîneur. Bonjour à tous et à toutes, Mathieu Jacquier, entraîneur du pôle France Jeunes BMX, et mon rôle à moi c'est de former les jeunes athlètes BMX à devenir d'athlètes de très haut niveau dans le futur. Merci à vous 6. Petite précision également, donc l'amphi du CREPS Centre Val-de-Loire est bien rempli. Nous accueillons des lycéens des lycées Alain Fournier et Jacques Coeur de Bourges. Et donc nous allons pouvoir commencer maintenant à regarder la vidéo. Bienvenue au CREPS Centre à Bourges. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cet établissement qui accueille des sportifs de haut niveau. Donc les missions du CREPS, Centre régional d'expertise et de performance sportive, sont essentiellement l'accueil de sportifs de haut niveau, donc pour les accompagner dans leur démarche et dans leur exercice quotidien. Également un centre de formation, puisqu'au sein d'un CREPS, nous formons les brevets professionnels, ce que l'on peut appeler les BPGEPS, dans plusieurs activités, et également des diplômes d'État. Et enfin, dernière activité du CREPS qui est l'accueil de stages de délégations étrangères, par exemple dans le cas des futurs JO, mais aussi de stages de fédération, de stages de clubs, ou encore des activités à la demande de sportifs loisirs. Devenir sportif de haut niveau, c'est le fruit d'un long processus qui va commencer par une phase de détection au sein de son club, par sa fédération. Suite à cette détection, le sportif va pouvoir intégrer une structure de haut niveau telle que le CREPS pour ensuite aboutir éventuellement à l'intégration dans un pôle France. Et là, il sera vraiment arrivé à son niveau d'excellence. On se rend bien compte
qu'il y a besoin d'un investissement très important dans sa discipline sportive. Et on a affaire à un public jeune qui nécessite d'être vigilant justement au fait que cet investissement important ne soit pas préjudiciable à son autre projet, qui est le projet scolaire généralement pour un jeune en devenir. Et le CREPS a cette plus-value particulière où sur un même site, on va retrouver l'accompagnement sportif et l'accompagnement scolaire pour faire en sorte que ce double projet soit une réussite pour le jeune. Et en cas d'échec sur le projet sportif, le jeune ait une option de sortie positive dans son parcours de vie. Les sportifs de haut niveau, mais on les appelle nous ici aussi les élèves sportifs, ils viennent chercher principalement un cadre que leur club souvent ne leur permet pas d'avoir dans son intégralité. Les structures que l'on accueille, qui sont souvent des pôles espoirs, des pôles France, viennent chercher toute cette notion de suivi, d'accompagnement vers la réussite du double projet. Des doubles projets, ils ne peuvent pas les effectuer, on va dire, pleinement dans un club avec un établissement scolaire dans lequel ils n'auront pas d'aménagement. Nous, on travaille en lien avec différents établissements scolaires, du collège jusqu'au post-bac, avec des aménagements de scolarité, avec des aménagements d'examen, afin de permettre vraiment aux sportifs de haut niveau de vivre pleinement son cursus, on va dire, sportif et son cursus scolaire au sein du CREPS. Donc le but là, c'est d'essayer de dégager les plans à prévoir suite à la fin de l'année sportive et scolaire, à savoir que tu finis ton année J2 et sur la formation du pôle, la sportive, il est en principe logique que tu bascules soit sur Sky si sportivement ça fonctionne, ou si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on envisage de faire? Donc, Maxime, il est arrivé en seconde. Maxime a effectué ses 3 années. Là, il est en terminale. Il va passer son bac dans quelques mois, avec beaucoup d'échéances sportives. Il fait des championnats d'Europe, des Coupes du Monde cet été, avec une possibilité d'intégrer le pôle olympique à Saint-Quentin-en-Yvelines à partir de septembre. Donc vraiment, mon travail vraiment consiste à l'accompagner dans la réussite. Vraiment, on reste dans ce terme, parce que c'est vraiment ce qu'on leur souhaite, la réussite du double projet, autant scolaire et donc post-bac pour lui, avec un BTS à la clé, et de grandes échéances et de médailles sportives. Ce que les évaluateurs attendent, c'est vraiment ce que vous avez fait vous le jour J. La formation au CREPS, on propose soit d'être éducateur sportif, soit d'être entraîneur sportif, donc à travers différents diplômes, soit un BP-GEPS, donc un brevet professionnel, plutôt sur l'animation et l'initiation, ou la partie DE-GEPS, donc c'est un diplôme d'État pour être entraîneur. On est plus sur du perfectionnement sportif. Et donc là, ici, c'est la mention BMX qu'on propose au CREPS. Alors pour entrer en formation, il y a des tests d'entrée, alors des tests plutôt physiques, en fonction des disciplines. Donc sur le BMX, c'est des épreuves techniques, des démonstrations de gestes techniques et puis un tour chrono. Et puis après, une séance d'encadrement d'un public. Et quand ça c'est validé, on a des tests plutôt avec un entretien professionnel. Donc savoir les motivations. Et quand ça c'est validé, la personne rentre en formation. Le métier d'entraîneur en BMX a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. Et donc ça se ressent sur le contenu de formation pour les entraîneurs. On va aussi axer sur des sciences humaines, sur du management d'équipe, sur la connaissance de soi, pour pouvoir mettre en place de l'accompagnement de ces futurs entraîneurs, pour qu'ils puissent se questionner sur leur futur métier. Et on va aborder aussi des contenus avec des témoignages d'entraîneurs sur leur cursus professionnel et voir comment ils ont pu adapter leur carrière d'entraîneur. Ils font du BMX. Moi, mon but du coup en tant qu'entraîneur BMX, c'est de les accompagner dans leurs projets sportifs, du mieux que je peux en tout cas, sur on va dire un petit nombre d'années, étant donné qu'ils sont ici au Pôle France. On va dire jusqu'à présent, c'est 4 ans maximum, c'est une formation sur 4 ans. Et pendant ces 4 années, ben voilà, je dois les aider
en tout cas, à atteindre le plus haut niveau possible et voir si, peut-être que dans le futur, ils sont faits pour le haut niveau ou non. L'avantage d'ici, on a une unité de lieu extraordinaire. Enfin, les jeunes ici, ils peuvent dormir, manger, s'entraîner, étudier. Tout se passe ici. Je veux dire, ils sortent du Krebs uniquement pour aller en cours, mais par contre, tout le reste passe ici. Que ce soit entraînement, internat, soins médicaux. Du lundi au vendredi, il y a minimum une séance d'entraînement par jour. Tout se passe sur le site du Krebs. Que ce soit ici même sur les pistes de BMX ou en salle de musculation, on est équipé ici au Krebs. Donc tout se passe sur ce même lieu. On va dire que pour faire quelque chose d'assez général, 3 séances BMX dans la semaine, 2 séances de musculation et une séance énergétique, qu'on appelle une séance énergétique. Ils ont un quotidien assez bien rempli, des semaines assez chargées, mais c'est entre guillemets ce qu'il faut pour que ces pilotes puissent atteindre un de ces jours le haut niveau. J'ai la chance, moi ici, d'avoir 2 outils assez incroyables, où derrière moi on a une piste au format Supercross, format utilisé par exemple pour les championnats du monde, Jeux olympiques. Et de l'autre côté, on a une piste plus traditionnelle, type challenge, qui est la piste qu'on rencontre le plus souvent au niveau national. Autre chose, c'est que depuis maintenant 2 mois, on est équipé de caméras sur les buts de départ, on est équipé de caméras, 2 de chaque côté, plus une en vue 3/4. Ce qui nous permet, nous, en tant qu'entraîneurs, d'analyser ce qui se passe là-haut. Alors l'outil de séquençage que l'on utilise aujourd'hui au BMX permet de découper la course en plusieurs temps. Le départ, typiquement, où les entraîneurs sont extrêmement vigilants à la phase de lancement, qui permet justement aux sportifs de se positionner très rapidement en tête de course, et donc à travers ce séquençage, d'analyser aussi des points qui peuvent impacter la qualité du départ, des aspects techniques notamment, des aspects physiques, et derrière de réguler les choses de façon à ce que les sportifs puissent durant leurs entraînements les améliorer et être prêts le jour de la compétition. On a une deuxième phase déterminante qui est la phase des sauts. Dans les lignes droites, il y a des bosses, et la façon dont ces bosses sont prises, à savoir tactiquement si on les prend en 1 fois ou en 2 fois, ça peut aussi impacter la vitesse du BMX. Donc là encore une fois, c'est des choses qui sont analysées. On analyse bien évidemment le sportif suivi, mais aussi les concurrents pour voir quelle est la stratégie la meilleure. Et puis la dernière séquence déterminante sur une course, ce sont les phases de virage qui permettent généralement de gagner de la vitesse ou d'en perdre en fonction de l'angle d'attaque de chaque virage. Et donc ce sont des choses aussi qu'on peut analyser à travers la vidéo et à travers la tablette que j'ai entre les mains aujourd'hui, et de faire du coup des retours en direct sur les courses. On vient de voir l'exemple du BMX. On va maintenant voir un exemple sur une autre discipline, totalement différent, mais qui utilise de manière importante l'analyse de la performance. C'est la gymnastique, discipline artistique, et où, vous en doutez, chaque mouvement est nécessaire d'être analysé pour qu'il soit réalisé à la perfection. Et donc c'est Jérémy qui va nous expliquer un petit peu comment il s'organise. Ça, rentre pas ta tête à la fin de ton shoot. Hop. Il y a les pieds collés. Laisse monter, laisse monter. Hop. Voilà, c'est mieux, je préfère ça. T'as vu là, ça n'a rien à voir là, sur le pivot. Donc on a été doté d'un outil Vocoscope au mois de décembre. Sur cet outil-là, on a 2 caméras mobiles avec un serveur en Wi-Fi et puis un écran tactile
sur lesquels on peut travailler après avec l'application Vogo. Cette application me permet de faire de la capture de vidéo ou d'images, parce que je peux faire aussi les deux, sur des éléments clés, sur des tests aussi qu'on peut préparer avec les jeunes. Cet outil me permet également de faire un petit retour, un feedback avec les jeunes, soit en commun avec l'entraîneur et puis le jeune, soit de lui-même, sur lesquels voilà, on est doté d'un stylo qui permet justement d'utiliser l'écran pour pouvoir faire son petit retour vidéo de lui-même. Ici, là. Ok, et là, ça tombe d'un seul coup vers le bas, du coup ça remonte, mais ça ne t'éloigne pas de la barre. Et là, depuis tout à l'heure, en fait, tu as un peu ralenti sur ton temps de sortie. Donc on est au service médical du CREPS, Centre Val-de-Loire, et donc on n'est pas un centre de santé, donc on n'est pas ouvert à tout public. On est vraiment ici pour nos sportifs de haut niveau polistes qui sont internes au CREPS, mais également aussi temporairement, ponctuellement, sur des demandes spécifiques, pour des stages d'équipes qui préparent des compétitions, voilà, ou sur de la, comment dirais-je, de la spécificité médicale liée au sport. Alors le service médical en fait, du CREPS, de par sa nature, a plusieurs spécificités qu'on ne retrouve pas dans les autres CREPS. Notamment, on a un cardiologue du sport, on a un chirurgien ortho, on a une podologue. Donc ça, c'est quand même assez rare dans un CREPS, dans un service médical de CREPS. Et puis après, on a effectivement donc, des praticiens classiques, on va dire, liés au sport. On a un médecin du sport qui coordonne un petit peu tout le médical. On a 3 kinés, dont un en réathlétisation. Et puis on a une diététicienne et une psychologue. C'est primordial d'avoir des kinés sur place parce que justement, donc nous, nos sportifs s'entraînent ici et ce sont les premiers, en attendant éventuellement de voir le médecin un peu plus tard, ce sont les premiers professionnels de santé à qui le sportif blessé déjà va pouvoir communiquer, quoi, va pouvoir être pris en charge. Ensuite, il y a du suivi, donc plus ou moins long, sur de la pathologie, plus ou moins grave aussi. Donc effectivement, on pourrait avoir un simple massage de récupération, ce qui se fait actuellement. Voilà, on a un petit peu trop tiré, donc on a besoin de se détendre, de se faire masser, mais aussi du coup sur du post-opératoire, c'est-à-dire que bon, si jamais on a une grosse blessure, on a de la rééducation à faire, et ça, c'est mis en place avec le chirurgien et les kinés, surtout les kinés. Alors là, on est dans l'espace balnéothérapie du CREPS, qui est doté d'un sauna, d'un hammam, d'un bassin jacuzzi, d'un bain chaud et d'un bain froid, à 6 degrés le bain froid. Donc c'est vraiment un espace primordial aussi pour la récupération de l'athlète après une grosse séance de sport, que ce soit en compète ou après un gros entraînement. Et donc ici aussi, grâce au système de nage à contre-courant et l'aquabike, donc les kinés se servent du bassin justement pour de la réathlétisation progressive avec les athlètes blessés, quoi. Lors de cette découverte du CREPS et cette rencontre avec les sportifs de haut niveau et leur encadrement, vous avez pu vous rendre compte que non seulement il faut du talent pour devenir sportif de haut niveau, mais il faut surtout être au clair avec son engagement, vérifier aussi que son entourage est prêt à l'accompagner, à accompagner ce projet, être exigeant envers soi-même, exigeant dans chaque domaine de sa vie quotidienne, puisque c'est un investissement total. Et puis aussi, vous avez pu le constater, disposer d'une grande autonomie. Et en ça, le CREPS apporte à travers ses personnels, à travers ses outils,
tout ce qui est permis pour viser l'excellence, mais aussi accorder beaucoup de bienveillance à la qualité du double projet. Être sportif de haut niveau, c'est le fruit d'un long cheminement qui commence par une passion pour aboutir à un sport de haut niveau. Et pratiquer un sport de haut niveau, c'est rechercher l'excellence dans tous les domaines de sa pratique. Et pour cela, la science va être un allié incontournable afin d'objectiver les performances du jeune et de lui donner les éléments qui vont permettre d'exploiter l'ensemble de son potentiel. Nous sommes donc de retour suite à la diffusion de ce documentaire sur le Krebs Centre Val-de-Loire. Vous allez bientôt pouvoir commencer à poser vos questions aux intervenants présents. Je laisse pour l'instant la parole à Alexandra qui va nous rappeler les missions du Krebs Centre Val-de-Loire. Alors, donc, par rapport au Krebs, juste, je voulais repréciser une chose importante. On parle d'un centre de ressources et d'expertise de la performance sportive. Voilà, parce que l'intitulé exact avait été un petit peu faussé au début de la vidéo, donc c'est important de repréciser ce point. À sa décharge, Marc venait d'arriver quand la vidéo a été prise. Donc voilà, on l'excuse évidemment. Alors, qu'est-ce qu'un Krebs ? Pour faire simple, il faut vous dire qu'un Krebs a 3 missions principales. La première, évidemment, vous l'aurez compris à travers la vidéo, c'est le haut niveau, l'accueil de haut niveau, former des sportifs pour qu'ils atteignent le plus haut niveau demain et puissent faire un certain nombre de sélections, voire même participer aux Jeux Olympiques. Ça, c'est l'un des objectifs. Donc pour cela, on accueille un certain nombre de pôles au sein de l'établissement, mais ça fera peut-être partie des échanges que nous pourrons avoir plus en détail après sur ce volet haut niveau, et je laisserai la parole à mes collègues. Le second point important, c'est la formation. Donc on l'a également vu dans la vidéo, et là notamment Honorine pourra revenir dessus tout à l'heure, c'est former les éducateurs de demain, voilà, avec du BP, du DE. Là encore, on pourra répondre à vos questions là-dessus, mais sachez que c'est l'une des missions de l'établissement. La troisième et dernière, c'est ce que l'on appelle l'accueil de stage. Donc là, ça va être l'accueil de façon globale d'un club, d'une ligue, d'une fédération qui va venir se préparer lors d'un stage au sein de l'établissement. C'est pas que ça. Donc là, on parle principalement du mouvement sportif, mais ça peut être aussi des entreprises que l'on accueille dans le cadre de stages de cohésion ou tout simplement un événementiel, un regroupement que l'on peut proposer au sein de l'établissement. Voilà, ça c'est vraiment les 3 missions principales, notre cœur de métier. Donc je répète, le haut niveau, la formation et l'accueil de stages de façon très générale. Voilà. Merci Alexandra. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas, levez la main. Merci. Véronique Guillon, lycée Jacques Coeur, professeur de PS. Vous pouvez peut-être expliquer à nos élèves qui sont de futurs encadrants ou formateurs en club, au niveau de municipalité, désirant aussi s'inscrire sur des filières STAPS. Vous nous avez parlé des BPGEPS. Donc, à qui ils s'adressent, à quel âge ? Combien de temps dure la formation? Quel type de formation vous avez? Enfin voilà, un petit tour là-dessus, je pense que ça peut les intéresser. Merci. Oui, donc vous avez parlé de la filière STAPS, donc ça c'est la filière universitaire. Donc il y a une antenne ici au Krebs, mais qui est organisée par l'Université d'Orléans. Nous ici on propose, donc c'est plutôt la formation professionnelle, donc à travers différents niveaux, donc le BPGEPS, le brevet professionnel. On choisit une activité, une spécialité. Donc ici, on a activité équestre, activité de la forme, activité aquatique et de la natation pour devenir maître nageur, activité physique pour tous, ce sont les éducateurs polyvalents,
Et je crois que j'ai fait le tour de tous les BP. Donc ça, c'est de niveau bac. Il n'est pas forcément obligatoire d'avoir le niveau bac. On peut passer, mais c'est quand même mieux de l'avoir. Parce qu'après, il y a des tests de sélection avec notamment un entretien professionnel pour montrer ces différentes expériences d'encadrement au niveau bénévole. Donc là, on rentre en formation et la durée de la formation dure 10 mois. La particularité de la formation en BP, c'est qu'elle se fait en alternance. Donc une partie donc en centre, ici au CREPS à Bourges, et l'autre partie du temps dans la structure que le stagiaire a choisie. Donc le club, un service des sports, une municipalité, enfin voilà, sur la partie BP. Et donc après, on sort au bout d'un an diplômé pour pouvoir encadrer plutôt des activités en initiation et en animation. L'autre niveau qu'on propose ici au CREPS, on a un seul DE, donc un diplôme d'État avec la mention BMX. Donc là, c'est un niveau supérieur, on est plus sur du perfectionnement sportif. Là aussi, la formation se déroule en alternance avec des cours au CREPS et l'autre partie en club, donc en club de BMX. Et donc la formation dure 10 mois. Pour les BP ou les DE, il faut passer par des tests d'entrée, des tests de sélection. Il y a certaines activités, notamment les BP APT, activités physiques pour tous, et les AN, ce qu'on appelle pour les devenir maître nageur, c'est ouvert à Parcoursup. Donc là, la plupart d'entre vous, vous êtes lycéens, les vœux vont bientôt arriver sur Parcoursup. On a des places pour vous si vous êtes intéressés pour la filière sportive. Voilà. Et la différence avec l'université, c'est qu'à la fac, on va passer sur 3 ans pour avoir une licence, que chez nous, on passe sur 10 mois. Et sur la filière STAPS, on est plus sur la partie STAPS, sciences et techniques. Et après, il faut aussi savoir quelle orientation professionnelle on souhaite s'orienter. Si la plupart souhaitent faire prof d'EPS, donc dans un collège ou lycée, ce sera la filière STAPS. Ceux qui souhaitent plutôt intervenir uniquement en club, dans le milieu associatif, alors là, il faudra passer sur la filière professionnelle, un BP ou un DE. Après, nous avons des portes ouvertes pendant la période des inscriptions Parcoursup, là, en janvier-février. Là, je vous invite à venir questionner les différents formateurs pour avoir plus de renseignements sur cette filière-là. Une autre question ? Bonjour. Ce serait juste pour savoir les sports. Vous n'avez pas énoncé tous les sports qu'il y a au CREPS ? Attends, je vais enchaîner. Donc là, j'ai présenté uniquement la partie pôle formation pour devenir éducateur sportif. Et après, je laisse la parole éventuellement à Alexandra sur la partie sur le pôle haut niveau, où là, on a d'autres activités proposées. Sur les différentes structures qu'on accueille, on accueille donc des pôles espoirs. Comme je vous disais, il y a le pôle espoir badminton, qui est un pôle espoir mixte du collège sur le... Ah, il faut que je le prends, d'accord. Donc je disais un pôle espoir badminton mixte qui va du collège donc jusqu'au lycée. Nous avons un pôle espoir basket féminin également. Nous avons plusieurs pôles France, le pôle France piste endurance, le pôle France piste endurance et sprint outre-mer. C'est un nouveau pôle depuis cette année. Nous avons le pôle France jeune BMX également. On a un centre d'accession et de formation au niveau en natation. On a un centre de formation top 12 en gymnastique masculine. Nous avons un centre régional d'entraînement au judo, mixte également. Qu'est-ce que je... Oui, le centre de formation du Bourges Basket, c'est donc féminin bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai dit Nathan. Ouais, je pense que non, je n'ai rien oublié. C'est déjà pas mal quand même. Donc voilà les structures permanentes qu'on accueille. Donc on accueille les structures, mais également donc les sportifs qui sont sélectionnés en amont par les structures. Et donc nous, au sein du CREPS, on les accompagne. Donc comme je vous disais, c'est un accompagnement vers un projet de vie. Le projet de vie, ce n'est pas que le projet sportif, c'est le projet également scolaire et le projet personnel. Et c'est vraiment cet accompagnement vers la réussite du sportif de haut niveau.
Merci. Est-ce que vous avez une autre question dans la salle ? Donc, pas de questions pour le moment. Vu que Laetitia, tu étais en train de nous présenter les différentes disciplines au CREPS, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'accompagnement des jeunes sportifs au quotidien, à quoi ça peut ressembler, quelles sont les contraintes d'être un jeune sportif de haut niveau en menant à côté une vie scolaire principalement puisqu'ils sont encore bien jeunes. Voilà, quels sont toute la face cachée en fait d'un sportif de haut niveau, tout ce qu'on ne voit pas. Alors en ce qui concerne la face cachée de la vie d'un sportif de haut niveau, alors je ne dirais pas mieux que vous pourriez demander à certains qui sont au lycée Alain Fournier, à vos camarades, qui sont dans les classes dans lesquelles vous êtes, pour vous expliquer un petit peu. Là je vais le faire parce que je ne vais pas les mettre devant tout le monde. Je sais que sinon ils me maudiront. Et pour le lycée Jacqueur, voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Il faut savoir que la vie d'un sportif de haut niveau commence comme pour tout le monde, le matin à peu près vers 6h30, 7h moins le quart, où les surveillants d'internat viennent leur dire bonjour pour vérifier que tout le monde est bien à même d'aller en cours le matin. Les sportifs de haut niveau ont également deux entraînements biquotidiens, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent tous les jours, dans tous les cas, tous les soirs après l'école, et 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, ils s'entraînent de 10h à midi en plus, donc le matin plus le soir. Le mercredi après-midi est un après-midi dédié au sport, généralement qui est souvent un entraînement de plus longue durée. Pour tous ceux qui concernent le cyclisme, que ce soit le BMX ou la piste ou l'endurance, ils partent souvent à l'extérieur sur des sorties de 3 heures, 2-3 heures, ça dépend des plans d'entraînement. Donc ça, c'est juste sur le côté un petit peu rythme de travail. Je n'ai pas parlé encore des devoirs. Il faut savoir que l'emploi du temps d'un sportif de haut niveau, qu'il soit... Donc nous, pour la plupart, ils sont à Alain Fournier, on en a plus de 42 à Alain Fournier, mais on en a aussi au lycée Marguerite de Navarre, on en a au lycée La Salle, Mermoz, Pierre-Émile Martin. Donc voilà les différents établissements dans lesquels nos sportifs, en fonction de leur projet scolaire, puisqu'ils n'ont pas tous un projet, on va dire, d'enseignement général, ça peut être professionnel ou technologique, on accompagne encore une fois le sportif dans son projet de vie. Les contraintes sont déjà là, puisque forcément dans certains lycées, le sportif peut avoir cours le mercredi après-midi ou avoir des cours jusqu'à 18h. Donc c'est là d'où commence mon travail, d'être en lien direct avec les chefs d'établissement, les professeurs principaux, l'ensemble des équipes enseignantes et on va dire administratives, pour établir au mieux, en fin d'année scolaire, l'emploi du temps des sportifs de l'année d'après, c'est-à-dire une fin des cours optimisée à 17h, puisque tous les entraînements commencent à 17h30 en structure. S'il y a des compétitions aménagées, on va dire, donc on leur fait, c'est moi qui leur fais une absence qu'on appelle scolaire justifiée, directement envoyée à l'établissement, et avec l'obligation pour les sportifs de haut niveau, sachez-le, de récupérer eux-mêmes par leurs camarades les devoirs qui ont été pris le temps de leur absence, et de récupérer également les contrôles, donc dans des conditions avec lesquelles on se met d'accord avec les enseignants, de rattraper soit directement en salle d'études ici avec moi-même les contrôles, ou directement dans les établissements scolaires, afin qu'ils soient sur le même pied d'égalité que n'importe lequel des élèves. Il y a également des aménagements, on va dire, d'examen, puisqu'en fonction des structures dans lesquelles ils se trouvent, il y a des fortes échéances qui sont souvent en fin d'année, avril, mai, juin, jusqu'à août pour le cyclisme. Et c'est les périodes souvent d'examen. Cette année également, avec les spécialités qui ont été décalées, on sait que c'est des périodes qui vont être compliquées pour eux, puisqu'ils peuvent être directement en déplacement. Donc ça veut dire qu'il y aura un aménagement qui sera fait, mais un rattrapage pour le mois de septembre. Et sinon, on le voit directement avec l'établissement scolaire sur les dates des oraux,
pour pouvoir aménager sur le temps où ils sont bien présents sur site. Mais dans tous les cas, cela nécessite le même travail que tous les élèves. Ils sont autonomes, ils travaillent en chambre tous les soirs à partir, on va dire, de 19h30. Une fois que leur journée d'école est terminée pour vous, eux, ils filent à l'entraînement. Après, il y a le repas au self, la douche et les devoirs qui peuvent aller jusqu'à 21h, 22h en fonction du niveau d'études et des contraintes qu'ils ont le lendemain s'il y a une interrogation, un contrôle, etc. Merci. Est-ce que une petite question serait arrivée? Est-ce que vous avez des interrogations? Ok. Du coup, si on passait du côté de l'entraînement, Mathieu, est-ce que tu as des précisions à nous apporter sur le déroulé d'un entraînement? Qu'est-ce que cela implique? Je peux déjà vous donner quelques chiffres. Si je parle du pôle BMX pour le mois de septembre, la plus grande quantité que j'ai pu, le plus grand nombre d'heures d'entraînement passées, c'est 51 heures d'entraînement pour le mois de septembre pour un des athlètes. Et le plus jeune, par exemple, a fait que 35 heures. Donc ça reste quand même un nombre d'heures passées à l'entraînement assez conséquent. Et vous vous doutez bien que leurs journées sont assez pleines parce que oui, Laetitia en a parlé, quand votre journée est terminée, eux, ils vont à l'entraînement. Donc 51 heures, ce n'est pas rien et ça les occupe bien. Après, comment se déroule un entraînement? J'imagine que vous avez peut-être tous été, vous êtes tous peut-être sportifs. Ici au Krebs, les entraînements se déroulent de la même manière. Et si vous avez bien écouté dans la vidéo, la petite particularité, c'est que nous, on s'entraîne en BMX, certes, on fait du BMX, mais comme dans tout sport, il y a énormément de choses à faire à côté pour être performant dans le BMX. Donc on va en salle de musculation, on a des séances de sprint. On sort faire du vélo de route, même si on fait du BMX, on sort faire du vélo de route pendant 2 ou 3 heures pour être bon en BMX. Donc voilà, c'est énormément de choses à faire. Et ensuite, une séance d'entraînement type, c'est assez classique. On commence par s'échauffer, on roule sur la piste de BMX, on s'entraîne, je donne des consignes, je les dispute s'il y a besoin. Il corrige ce qui ne va pas et on finit par à la fin tous avoir le sourire et être content d'avoir passé 2 heures à l'entraînement parce que bien sûr, on passe du temps à l'entraînement, mais c'est un plaisir avant tout. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est une organisation plutôt classique et je pense que vous savez tout ce que ça représente pour eux, quoi. Toujours pas de questions dans la salle? Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le côté sport et sciences? Toujours peut-être Mathieu et aussi Jonathan. Dans le documentaire, on a vu que vous aviez des tablettes, vous utilisez des caméras, peut-être d'autres outils. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vas-y, commence si tu veux. Alors effectivement, donc sur l'analyse de la performance, nous l'idée c'est de venir questionner les acteurs de la performance, que ce soit les sportifs, les entraîneurs, et faire en sorte que les structures qui les accueillent s'améliorent dans leur structuration. Donc les outils, là effectivement, il y en a un typiquement qui vous a été présenté, un outil vidéo de captation d'images. Il était important pour nous qu'on puisse avoir des disciplines en capacité sur site de pouvoir filmer avec une très bonne qualité, d'avoir une base de données de vidéos sur laquelle s'appuyer pour bien évidemment analyser en direct, ça vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable aujourd'hui, mais aussi d'avoir une base de données sur laquelle on pourra s'appuyer et définir ensemble peut-être des trajectoires de parcours de sportifs de façon à ajuster ensuite les planifications d'entraînement. Des outils, on ne pourra pas être exhaustif dans notre présentation, il y en a vraiment de tout type. On va avoir des outils à certains moments plutôt pour la dominante physique. Très clairement, la première fois qu'on a été à la rencontre des sportifs ou des entraîneurs, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ressenti, beaucoup de feeling, mais qu'il n'y avait pas toujours des données qui étaient formalisées et sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour essayer d'objectiver ce que les gens faisaient. Voilà, j'espère que je suis clair. Et donc, nous, on va venir avoir des outils qui vont permettre de mesurer à certains moments ce que des sportifs sont en capacité de faire à un âge, de voir la progression et en fonction de ça, de comparer avec des références internationales
Et ensuite, de permettre justement, en fonction de ces courbes de progression, d'aller chercher ce que les références mondiales arrivent à faire. Mathieu, si tu veux compléter peut-être avec un outil supplémentaire que tu utilises. Pas forcément un outil en plus, mais je vais revenir sur la vidéo et pourquoi on l'utilise. On l'utilise sur certains gestes tout simplement parce que ça va trop vite et qu'à l'œil nu, je ne suis pas capable, enfin quand je dis je suis, c'est, on va dire, tous les entraîneurs ne sont pas capables de voir tout ce qui se passe en un temps, enfin on parle de moins d'une seconde. Par exemple, si on prend un geste du départ, on parle en millisecondes, quoi, et je ne suis pas capable à l'œil nu de décortiquer tout ce qui se passe, et sans la vidéo, je ne pourrais pas être précis. Ou alors je vais devoir retenir qu'un point, sauf que voilà, y a énormément de choses à modifier. Donc l'avoir le retour vidéo, de pouvoir faire des ralentis, de pouvoir faire des arrêts sur image, me permet justement d'être précis. Et en plus de ça, l'athlète voit aussi là où ça ne va pas et c'est plus facile pour lui de comprendre. Donc l'outil de la vidéo, il y en a plein d'autres, hein, mais surtout la vidéo et ce qui a été apporté ici au Krebs avec les caméras nous aide énormément et ça nous permet justement d'améliorer les points plus rapidement et d'être de plus en plus performant, on va dire le plus rapidement possible. Je vais juste plus vous interroger pour essayer de créer du dialogue. Aujourd'hui, quand on parle d'analyse, est-ce que ça vous parle ? Levez la main pour ceux à qui ça parle, l'analyse. Ok, alors, il y a quand même pas mal de mains levées. Donc, quel est l'outil d'analyse que vous utilisez dans votre scolarité, par exemple? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Très simple. Il y a une main là-haut. Les notes. Parfait. Bravo. On peut l'applaudir. C'est quelque chose qui forcément paraît très habituel pour vous, mais chez des sportifs, on s'est rendu compte que dans leur quotidien, on ne leur demandait pas forcément comment ils se ressentaient dans leur pratique, dans leur état d'esprit quotidien. Donc on a mis en place aussi des outils qui permettent de les questionner via des applications quotidiennement, voir quel est leur état d'esprit, leur état de forme, et ce qui permet d'avoir des indicateurs en fait sur le ressenti des sportifs et derrière, pour l'entraîneur, bien évidemment d'en tenir compte et d'ajuster la charge de travail de façon à ce que nos sportifs puissent être dans des conditions idéales d'entraînement, de préparation et de progression. Alors, est-ce qu'on peut passer peut-être à tout ce qui va être le côté médical, le côté physiologie du sport? Est-ce que Gwendal, tu as des informations que tu aimerais bien nous préciser? Oui, ça marche. Donc oui, je vais en donner quelques-unes quand même. Vous avez vu dans la petite vidéo l'équipe de BMX, hein, voilà, dont Mathieu est l'entraîneur. Donc ce sont des polistes espoirs. C'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés ou sélectionnables équipe de France. Enfin, les sportifs listés, on a quelques sportifs listés au Krebs, tous ne le sont pas. Donc voilà, quand je dis listés, c'est-à-dire sélectionnés ou sélectionnables équipe de France. Et donc ils sont soumis en début de saison, c'est obligatoire, à une surveillance médicale réglementée, ce qu'on appelle la SMR. Voilà. Et donc, ils ont des examens plus ou moins poussés et obligatoires qui sont demandés par leur fédération pour prétendre à participer aux compétitions internationales. Voilà, donc je vais prendre exemple pour le basket féminin qu'on a chez notre Pôle Espoir. Elles ont la SMR en socle commun, c'est-à-dire qu'il y a un ECG de repos à passer avec le cardiologue, un bilan psychologique, et puis un bilan médical avec le médecin du sport du Krebs, ainsi qu'une analyse d'urine et une analyse de sang. Toujours dans la SMR, un peu plus poussée cette fois pour les cyclistes, que sont notamment les BMX. Eux, en plus d'un ECG de repos au niveau cardiologique, ils vont avoir une échographie cardiaque et un test d'effort, voilà, qu'on pratique sur un vélo.
Et voilà, donc du coup, donc ça c'est pour les élèves listés. Et pour tous nos nouveaux sportifs au CREPS, qu'ils soient listés ou non d'ailleurs, hein, ils ont quand même même 3 bilans obligatoires, on va dire. Un bilan psychologique pour rentrer au CREPS, une fois qu'ils sont rentrés au CREPS. Un deuxième bilan avec le médecin du sport. Et puis un troisième bilan avec les kinés. Voilà, comme ça, on sait dès septembre dans quelles conditions se trouve l'athlète pour pouvoir parfer toute l'année, quoi. Merci. Dans la vidéo, on a vu que vous aviez beaucoup de personnel médical. Est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu tout ça? Et tu disais aussi dans la vidéo que c'était assez exceptionnel au CREPS Centre Val de Loire, toute la diversité que vous aviez de professionnels. Effectivement, c'est une vraie richesse, hein, je le redis. Tous les CREPS n'ont pas de podologue. Alors la podo, qu'est-ce qu'elle fait exactement? C'est simple, en fait, elle va faire un bilan au niveau des pieds et donc au niveau de la posturologie. Je prends exemple sans citer de nom, bien sûr, parce que je suis couvert du secret médical. Là, on a un cycliste qui est venu cette semaine au médical. Il m'a dit est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec le chirurgien parce que j'ai mal au genou. Donc, ok, il a vu le chirurgien et le chirurgien a demandé un bilan podo parce que finalement, sa douleur au genou pourrait venir aussi des pieds. Voilà. Donc, il y a des fois, c'est comme ça, hein, c'est le corps. On a l'impression que c'est le genou, mais c'est pas le genou, c'est peut-être les pieds. Donc, la podo, elle va faire son bilan, puis ensuite, elle va peut-être compenser avec des semelles orthopédiques que l'athlète va pouvoir avoir. Voilà. On a aussi, comme je disais, donc un chirurgien ortho. Ce médecin, il est chirurgien aussi des tangos, du club professionnel de basket des tangos. Il est chirurgien à l'hôpital de Bourges et il est aussi chirurgien de l'équipe de France de BMX. Voilà, donc c'est quand même une belle pointure. Comme je vous disais, on a 4 kinés maintenant. On a une 4e kiné. Et effectivement, comme je disais dans la vidéo, c'est que les kinés arrivent plus tôt. Et donc, les sportifs blessés, bien souvent, sont pris en charge tout de suite par les kinés, qui eux aussi redirigent s'il y a besoin de plus, comment dirais-je, s'il y a besoin d'aller voir le médecin, ils orienteront vers le médecin ou le chirurgien. Mais il y a déjà une première prise en charge de la blessure. Alors, les kinés ne sont pas des magiciens. En tout cas, ils ont déjà les premiers gestes d'urgence. Donc, j'imagine que beaucoup de personnes ici se sont déjà retrouvées avec une cheville foulée. Enfin, voilà, on l'a déjà tous fait, une entorse de cheville. Ça arrive souvent. Le premier geste, en fait, quand on vient nous voir, nous, au médical, c'est qu'on leur met une poche de glace. Voilà, tout simplement, pour soulager la douleur et puis essayer de faire gonfler l'œdème. Voilà. Et donc, c'est même pas la peine d'aller voir un chirurgien tout de suite à ce niveau-là. On ne sait pas si c'est cassé ou quoi, que ce soit sur la cheville. Les kinés non plus. Ce qu'il va falloir faire, c'est attendre que ça dégonfle et puis ensuite passer une radio pour voir s'il y a fracture ou non. Voilà. Et ensuite, ils sont pris en charge avec toute notre équipe. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle avant de redonner la parole aux intervenants ? Oui, bonjour, Béatrice Bardin, professeure de PS au lycée Jacques Coeur de Bourges. Vous nous parlez de suivi médical. Qu'en est-il de l'alimentation et de la diététique? Moi, je suis assez effarée devant nos jeunes élèves sportifs qui prennent des compléments alimentaires, des protéines, des boissons protéinées, tout ce genre de produits. Donc, je voulais savoir si vous pouviez nous éclairer un petit peu sur ce que les jeunes sportifs de haut niveau, quels conseils on leur donne et surtout si vous pouviez déconseiller à nos jeunes élèves sportifs de prendre des cochonneries pareilles. À nos jeunes ou à vos jeunes? Les nôtres déjà. Les jeunes. À tous les jeunes. Effectivement, alors vous avez tout à fait raison. La nutrition, c'est effectivement essentiel pour un athlète de haut niveau. Bien manger, mais comme bien dormir. Alors pour bien manger, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont un bilan diététique
avec la diététicienne du CREPS. Donc celle-ci en fait fait un bilan avec chacun de nos athlètes et en fonction de l'objectif recherché, parce qu'évidemment il y a des fois on a envie de prendre de la masse, mais aussi des fois on a envie d'en perdre. Voilà, donc nos sportifs ont des conseils avec la diététicienne. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. Alors après, pour ce qui est des compléments alimentaires, j'entends bien, mais alors c'est effectivement pas du tout ce qu'elle prescrit, ce qu'elle préconise, hein, bien sûr. En fait, on trouve toutes les vitamines, tous les oligo-éléments nécessaires dans la nourriture classique. Il suffit de savoir, en fait, manger équilibré, tout simplement. C'est pas la peine d'aller... je ne vais pas citer d'enseigne de magasins de sport, mais d'aller acheter 1 kilo de protéines en poudre pour avoir des muscles. Voilà. Non, en fait, vous trouvez ça dans l'alimentation. En fait, voilà, vos protéines, vous allez les trouver. Non, c'est pas vrai, j'ai pas tort. Vous allez les trouver dans des produits laitiers assez protéinés, voilà quoi. Mais oui, c'est une question, effectivement, c'est une bonne question. Juste pour compléter, et je vous laisse la parole après, on a également dans le cadre du marché de restauration, hein, puisque nos jeunes mangent là et sont internes, donc la plupart mangent là matin, midi et soir, un travail avec notre diététicienne et Elior, hein, qui a le marché actuel de restauration, pour l'équilibre justement des menus, donc tout est fait en lien avec elle également. On a le temps encore pour une dernière question. On va bientôt terminer cette session de questions. Oui. C'est par rapport aux compléments alimentaires. Ce serait juste, moi j'entends totalement ce que vous dites, sauf que quand on n'a ni le temps ni l'argent de pouvoir manger ou de s'alimenter correctement, les compléments, même que ce soit en vitamines ou quoi, même avec les acides aminés, enfin la créatine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, moi, je sais pas trop en quoi. Enfin, j'ai ma petite idée à moi, mais elle est personnelle, si tu veux. Après, je suis pas diététicien du tout. Je pense qu'effectivement, il aurait été très intéressant d'avoir ces questions-là avant, et on aurait pu en parler avec la diète. Mais peut-être que vous avez non, vous me laissez, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, donc non, j'ai pas sur la créatine là, j'ai pas d'avis là-dessus, si tu veux. Après, tu en prends, je suppose, alors Ouais, mais j'ai déjà eu des diététiciens et tout. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Moi, je peux en prendre. Enfin, tout le monde peut en prendre. C'est pas dangereux. Il n'y a rien de voilà. Bon, écoute, si tu es suivi déjà en tout cas, ce qui est bien. Mais alors, moi, ce que tu fais, il n'y a pas de. Si tu veux, moi, j'ai pas de problème là-dessus. C'est ton choix. Mais c'est comme un petit peu l'automédication, si tu veux. Hein. Enfin, voilà. Tu peux te prendre tout un tas de médicaments qui vont te donner de l'énergie ou ce que tu veux. Pour moi, ça peut être. Faut faire attention parce que des fois, ça peut être considéré aussi comme du dopage, tu vois. Et ça, alors nos sportifs, ils font très 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 attention parce qu'ils ont des contrôles assez réguliers, voilà. Et même pour ce qui est des médicaments, par exemple, il peut arriver, si tu veux, que un athlète vienne me voir parce qu'il a du mal après une grosse compétition ou un gros entraînement, et donc il a du mal à respirer, ok. Et le médecin va pouvoir lui prescrire, lui, de la ventoline. Ça veut dire, mais pourquoi? Parce qu'on aura détecté avec le cardiologue et un pneumologue en fait un problème comment dirais-je, un problème à l'effort, quoi, ok, un problème de respiration à l'effort. La ventoline, en fait, si elle est prescrite par notre médecin et puis qu'il va en compétition et qu'il y a un contrôle, tant qu'il y a une prescription médicale, c'est très bien. Mais pareil, donc pour manger, si tu veux. Mais si jamais nos sportifs prennent des médicaments qui ne sont pas autorisés, tout seul, sans en plus qu'on en soit informé, c'est de l'automédication et c'est jamais très bon. Mais c'est pareil, je pense, pour l'alimentation aussi. Donc c'est très bien que tu te fasses toi suivre aussi par un diététicien qui, c'est un professionnel de santé. Donc s'il te l'autorise, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce qu'il faut éviter, je pense, c'est de faire de son côté en cachette. C'est jamais très bon. Merci. De rien. Je donne la parole à Jonathan, qui veut nous parler de l'handisport, c'est ça? Il y a une autre question? Est-ce que c'est toujours en lien avec les compléments alimentaires, le médical? Non, c'est pas en lien. Ok. Vas-y.
C'était pour savoir quel métier on pouvait faire en sortant du CREPS autre que éducateur ou entraîneur ou sportif. Enfin, s'il y avait d'autres métiers liés au sport qu'on pouvait faire en sortant du CREPS. On peut tout faire. Tu veux bien répondre Honorine, tu veux répondre? Non, vas-y. Oui, alors sur les aspects de formation au niveau du CREPS, effectivement, ils sont plutôt orientés sur le sport. Et donc, il n'y a pas d'autres formations mises en œuvre dans l'établissement qui ne débouchent pas sur des diplômes sportifs. Voilà. Hein. Et, oui, précise. Non, tous les métiers ici, toutes les formations qui sont mises en œuvre au niveau de l'établissement sont en direction d'un projet professionnel sportif. Hein. Voilà. Je vais compléter, puisque tu as posé la question pour l'armée. L'armée, tu as des professeurs de sport. Donc, effectivement, si tu es passé par le CREPS, ça peut peut-être t'aider pour être professeur de sport à l'armée. Tu as des tests de sélection aussi à l'armée. Mais tous les militaires ne sont pas passés par les métiers du sport. Voilà. Tu as énormément de métiers à l'armée. Donc, ça, c'est... Voilà. Merci. Du coup, Jonathan, je te donne la parole. Alors, je voulais simplement terminer aujourd'hui mon intervention en abordant quand même la question du paralympique. On a beaucoup parlé de sport aujourd'hui. On a la chance d'avoir une ambassadrice qui est Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français. C'était important que je vous explique quand même une des missions qui m'anime aujourd'hui et bien évidemment sur laquelle j'agis. C'est l'accompagnement des sportifs paralympiques qui préparent les Jeux olympiques et paralympiques. Il faut savoir qu'on a mis en place, donc au niveau de l'État, il y a tout un ajustement pour offrir un service de proximité aux sportifs de haut niveau et faire en sorte qu'ils évoluent. J'en ai parlé dans le cadre de l'analyse, mais il y a d'autres services qui leur sont proposés pour qu'ils évoluent dans des conditions très favorables. Et bien évidemment, les sportifs paralympiques ont un accompagnement individualisé parce que généralement, les structures dans lesquelles ils sont soit inexistantes, soit très limitées, avec parfois un entraîneur. Et c'est à peu près tout. Dans le meilleur des cas, on a un entraîneur et un préparateur physique, donc c'est très peu. Et depuis 2 ans maintenant, on s'est rendu compte qu'on a réussi à augmenter déjà la charge d'entraînement chez les sportifs d'à peu près 2,5 fois. Donc un sportif qui pouvait être médaillable à Tokyo, à s'entraîner 3 fois par semaine, c'est très peu pour un sportif médaillé. Aujourd'hui, il s'entraîne 8 fois par semaine et il y a une pluridisciplinarité autour de son projet, des préparateurs physiques, mentaux, des nutritionnistes qui lui permettent encore une fois de performer. Je peux prendre un exemple pour imager mes propos. Clément Berthier, parapongiste, donc c'est un parapongiste qui est sur Tours aujourd'hui, amputé fémoral. Il a fait médaille de bronze en équipe aux Jeux de Tokyo. Il a vraiment participé un peu par hasard aux Jeux Olympiques. En une année, il est arrivé au plus haut niveau mondial et il a réussi à revenir de Tokyo avec une médaille. À partir de ce moment-là, nous, on a pu identifier son potentiel sportif et lui proposer un accompagnement très adapté pour aujourd'hui qu'il soit dans une capacité de se projeter sur les Jeux de Paris plus sereinement et aller chercher son objectif à lui, c'est de chercher une médaille en simple et une médaille d'or en double. Voilà. C'était quand même important qu'on puisse rappeler qu'il y avait aussi cette activité. On n'a pas de sportifs permanents en situation de handicap au sein de l'établissement. Cependant, on accueille régulièrement des sportifs en situation de handicap. Et on en a à peu près une quinzaine sur le territoire qui sont potentiellement médaillables. Donc, je sais que le focus est donné sur le sport valide, mais pensez aussi aux athlètes paralympiques parce qu'il va y avoir une compétition extraordinaire et ils vont avoir besoin de nous pour performer. Voilà. Merci Jonathan. Alors, nous avons encore une dernière question et ensuite nous ferons un tour de table pour conclure cet événement.
Je voudrais compléter aussi avec la formation professionnelle pour les personnes qui ont un handicap. C'est aussi possible. Et chacun a un cas particulier. Donc dans ce cas-là, on pourra vous expliquer ça si vous venez aux portes ouvertes, si vous êtes intéressé, parce qu'il peut y avoir des aménagements. Des aménagements pour les TEP, les tests d'entrée, et des aménagements pour les formations. On ne peut pas dire comme ça directement si c'est possible ou pas possible. C'est vraiment chaque cas particulier est étudié. Voilà. Merci. Donc nous allons terminer cet événement Science on tourne. Je me tourne vers nos 6 intervenants pour leur laisser le mot de la fin. Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez envie de rajouter une petite chose qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'évoquer? Et puis peut-être nous préciser différents points qui vous tiennent à cœur et qu'on n'a pas pu commencer aujourd'hui. Alors, déjà, je tenais à vous remercier, tout au nom de l'équipe, évidemment. Ça, c'est une première chose. Dans les points peut-être à préciser, 2-3 événements clés. Le CREPS fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Voilà, donc ça, c'est une date importante. Avril 2024, pour nous, donc ça sera une semaine d'anniversaire. Donc, on vous redonnera évidemment un certain nombre d'éléments et d'invitations par rapport à ça. Il faut savoir également qu'on tente d'ouvrir davantage l'établissement, le faire connaître. Donc pour ça, ça passe par différents moyens, notamment des moyens développés en communication. On a recruté il y a 1 an maintenant un chargé de communication qui n'a pas que ça, mais entre autres le sujet de développer la communication et la meilleure connaissance de l'établissement via les réseaux sociaux notamment, mais pas que. Donc voilà, il y a ce point-là. On s'ouvre également sur les journées du patrimoine, où nous étions ouverts lors des dernières journées du patrimoine de cette année 2023 et où on a reçu 2 groupes conséquents qui étaient ravis de pouvoir pénétrer dans l'établissement, parce que c'est vrai que très souvent ce que l'on entend du CREPS, c'est vous faites du haut niveau, et voilà, ça se résume à ça. Sauf que non, on ne fait pas que du haut niveau, vous l'avez vu, il y a plein d'autres choses qu'on sait faire, qu'on souhaite développer, donc ça c'est important. Et on fait également ce que l'on appelle les visites secrètes, avec Berry Tourisme notamment. Et là encore, on ouvre l'établissement au public de façon générale pour qu'ils puissent rentrer à l'intérieur des murs, des installations sportives et les découvrir intégralement sur les 23 hectares que l'on a. Merci beaucoup. À mon tour de vous remercier, le CREPS Centre-Val de Loire, Marc Dubois, directeur, Alexandra, directrice adjointe, pour nous avoir accueillis, pour nous permettre d'avoir tourné ce Science on tourne. Merci à nos intervenants, Mathieu, Honorine, Jonathan, Laetitia, Gwendal. Merci également à tous ceux qui étaient dans la vidéo, également les jeunes sportifs qui apparaissent bien souvent, sans être cités. Merci à eux. Et merci à vous, lycéens des lycées Jacques Coeur et Alain Fournier, d'être venus à notre rencontre aujourd'hui. Laetitia, tu veux rajouter quelque chose ? Je rajouterai juste un petit mot de clôture. Pour les élèves d'Alain Fournier, surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a plein de sportifs, des classes où ils sont principalement rassemblés. Des fois, c'est vrai que ça peut générer de l'incompréhension parce qu'ils ne sont pas là ou parce que souvent, ils restent en groupe. Je les incite également à en faire de même. Donc n'hésitez pas, que ce soit donc dans l'établissement du lycée Alain Fournier. À Jacques Coeur, nous n'avons pas de sportifs de haut niveau, mais des enseignants qui sont en lien, qui peuvent se mettre en lien directement avec nous. Si vous souhaitez visiter l'établissement, venir à la rencontre des sportifs de haut niveau dans les différentes structures, n'hésitez pas, nous sommes ouverts à ça. Merci à tous. Merci.